il y a quelque chose qui ressemble à un affolement. Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, il n'y a pas plus bien pensant qu'Enrico Letta, il adore faire la leçon à tout le monde depuis des années, il fait des leçons de morale au monde entier. Et là, il dit, et une interview à l'Express, face aux excès de Trump vis-à-vis de l'Europe, nous devons être prêts à nous rapprocher de Pékin. C'est-à-dire qu'ils ont une telle haine de Trump qu'ils préfèrent aller à la dictature chinoise. Le Ouïghour, visiblement, ne pèse pas grand-chose dans la tête de M. Letta. Mais l'Italien ne pèse pas beaucoup plus dans la tête de Trump. On est forcément les Ouïghours de quelqu'un. Et pour c'est Trump, pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre. Les Italiens ne sont pas dans des camps de concentration. Non, mais pour Trump, nous ne valons... là, le point, c'était le Ouïghour pèse combien dans l'esprit de l'État ? Eh ben, il pèse guère effectivement pas plus que l'Italien dans l'esprit de Trump. Trump est parti dans un racket intégral. Et il n'est pas le premier, je le dis déjà, depuis 25 ans, nous avons une guerre juridique américaine qui a traversé toutes les administrations, républicains et démocrates. Est-ce que ça veut Trump dire qu'on va n'est que la dernière itération. À des grands mouvements. C'est dans le Figaro, je crois que Sébastien Lecornu dit on va être non aligné. On reprend le vocabulaire gaullien des années 60. Mais je reprends un moment là ce que disait Enrico Letta. Là, c'est, si vous voulez, c'est la réponse à ce qui nous vient de Washington. Ce qui nous vient de Washington, dans le cocktail idéologique compliqué du Trumpisme, il y a un contre-modèle. Le contre-modèle, disent les Américains, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, qui sont en principe leurs adversaires. C'est pas du tout ça, qui sont leurs adversaires. Non, le contre-modèle, c'est l'Europe. C'est ça le contre-modèle. Le contre-modèle, c'est une économie réglementée, c'est une économie qui correspond à ce qu'on appelait le capitalisme rénant dans les années 60. Vous voyez, ils n'ont pas de croissance parce que ils sont beaucoup trop réglementés. Ils veulent tout réguler, c'est de la censure, etc., etc. Est-ce que ces Américains-là méprisent l'Europe ? Bien sûr qu'ils la méprisent. Bien sûr qu'ils méprisent l'Europe, oui. Alors ils savent que quand même, c'est un des principaux, sinon le marché numéro 1 pour les exportations américaines. C'est là où tout de même les Européens ont un levier. Mais qu'est-ce que c'est qu'un continent qui se prétend une puissance stratégique et qui n'a pas d'armée ? Si vous voulez, au fond, cette réponse de l'État, elle est d'une certaine manière une manifestation d'impuissance stratégique de l'Europe. Et l'Europe prend aujourd'hui toute la mesure de son impuissance parce qu'elle n'a pas de base industrielle de défense et parce qu'elle n'a pas véritablement un instrument militaire digne de sa force économique. Est-ce que vous êtes surpris l'un et l'autre, regard politique, regard militaire, sur le plan de Trump ? On constate que, contrairement à ce qu'on disait, il est brouillon, on ne sait pas très bien ce qu'il se veut, etc., depuis quelques jours, il a visiblement un dessein. Il a un plan pour le Groenland, il a un plan pour les rapports de force avec les Chinois, avec les Européens. Visiblement, il est organisé, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, ce qui m'étonne, c'est cet effet de salve. D'abord parce que Trump, pendant son premier mandat, il voulait un événement par jour. Bon, là, quand il en fait 5, il en a 5 par jour. Là, c'est 5 par jour. Et il lui reste encore 4 ans, moins 2 semaines. Donc, faut gérer dans la durée. Ensuite, il y a une notion de timing. Et le reproche majeur que je fais, pour moi qui m'intéresse à l'Ukraine, c'est il va y avoir une négociation un jour. On se doute que ça sera entre Poutine et Trump, parce que les deux ont intérêt que ça se fasse entre eux, puisque du coup, ça marginalise tous les autres. Et ça explique à l'ensemble du monde qu'il y a un condominium de fait, et que les petits n'auront qu'à s'aligner. On leur expliquera. Et du coup, ça aurait supposé qu'il renforce sa position avant. Un des éléments forts de la position de Trump, 2 éléments, c'était le chef de l'alliance occidentale, il n'y a pas que l'OTAN là-dedans, et 2, les positions de principe, au sens, on n'attaque pas un pays, point. Même si on sait ce que Poutine en pense, ils sont légalistes, les Russes, ils veulent toujours prétendre qu'ils sont dans la loi. Donc Trump avait 2 flèches qu'il devait garder dans son carquois. Donc à la limite, sortir l'affaire du Groenland, à la limite, il l'aurait sorti après un accord historique sur l'Ukraine. C'était logique. Là, il se tire une balle dans le pied, parce que Poutine, il va lui dire « Attends, mais comment tu me parles, là ? T'as vu comment tu parles au Canada ? Et au Danemark, et tu me reproches, moi, de parler comme ça à l'Ukraine, mais on est du même monde, mon pote. Donc arrête de m'engueuler pour l'Ukraine. Moi, je t'ai rien dit pour le Canada. Tu peux envahir le Canada si tu veux. Et je leur donnerai pas de munitions.
Donc, fais ce que tu veux et laisse-moi faire ce que je veux. C'est comme ça que Poutine va commencer. Et pourtant, est-ce que Trump peut surprendre même contre la Russie ? On voit à quel point il est dur, il a des propos et ses adjoints très durs sur Zelensky, mais aussi sur Poutine. Et encore, écoutez cette déclaration du jour, on vient de la recevoir il y a quelques instants, elle est assez sidérante. Il parle des terres rares en Ukraine. Et Trump montre qu'il est intéressé par ça, pour les États-Unis. C'est-à-dire que dans la négociation, pourraient entrer des intérêts strictement américains, très assumés. Écoutez. Nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. Nous leur donnons de l'argent à l'appel, nous leur donnons de l'équipement. Et les Européens ne suivent pas ces investissements. Ils devraient payer au moins autant que nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Eux, non. C'est plus important pour eux que ça ne l'est pour nous. Pourtant, ils payent beaucoup moins que nous. Donc nous sommes en train de réfléchir à un accord avec l'Ukraine afin de sécuriser ce que nous leur donnons grâce à ces terres de grande valeur et d'autres choses. Il y a deux lectures de ça. Les Ukrainiens eux-mêmes sont divisés. C'est bien, ça montre qu'il va s'intéresser à nous et pas être du côté de Trump, du côté de Poutine, ou au contraire, en réalité, il est en train de faire le jeu de Poutine. Bon, déjà, il commence par des mensonges, mais enfin, on est dans Trump. Dire que l'Europe ne fait... Non. L'Europe donne plus d'argent à l'Ukraine que l'Amérique, c'est juste qu'en matériel militaire, les Américains donnent beaucoup plus que nous, et je les en remercie, je trouve ça, c'est déjà un peu... c'est très bien. Bon, mais en dehors de ça, économiquement, c'est nous qui soutenons l'Ukraine plus que l'Amérique, et il y a 3,5 millions de réfugiés qui sont chez nous, ils ne sont pas aux États-Unis, et tout le monde sait que la reconstruction de l'Ukraine, elle va être plus payé par les Européens que par les Américains. Donc déjà, ça, c'est un argument. Ensuite, moi, je reviens à... Il dira ce qu'il veut, Trump et tout, qui fait plaisir à Zelensky, etc. Il passe son temps à faire plaisir à Poutine. Et avoir donné à Poutine l'argument du Canada et du Groenland avant même d'avoir commencé à lui parler, ça va lui compliquer la vie, au minimum, à Trump. Parce que Poutine, pour lui, c'est pain béni. La vérité, c'est qu'on a du mal à imaginer cette négociation. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas l'état de préparation des Américains. Moi, j'ai lu, comme vous sans doute, le papier du général Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine. Bon, c'est assez intéressant, mais ça reste assez flou aussi. Ce qui me paraît le plus invraisemblable dans cette histoire, c'est pas tellement les propos méprisants pour l'Europe qu'il a, les mensonges aussi sur la part de l'Europe dans l'aide, dans l'assistance occidentale à l'Ukraine. Ce qui me paraît invraisemblable, c'est qu'il imagine cette négociation à deux, sans les Ukrainiens, sans les Européens. Or, si on lit le papier, par exemple, du général Kellogg, ou les quelques déclarations venues du camp Trump ces derniers mois, pas question de déployer une force de cessez-le-feu, une force de dissuasion occidentale pour que la Russie ne reparte pas en guerre, qui soit sous la bannière de l'OTAN. Et naturellement, pas question qu'elle soit composée de soldats américains. Il y aura un côté européen débrouillé. En principe, il y aura un côté européen, les Britanniques et les autres. Donc les Français, les Polonais, les Italiens, les Scandinaves, etc. Donc c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on va décider à deux. Pour le moment, c'est le sentiment que laisse Trump. On va décider à deux, et c'est nous qui dirons la force, elle sera déployée par les Européens, sans que nous ayons participé à la négociation. Merci. On accueille sur ce plateau Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président de l'Assemblée du Rassemblement National. Merci d'être avec nous ce matin, Sébastien Chenu. Vous avez entendu Sophie Binet et Jean-Luc Mélenchon également. Je le rappelle, dans un meeting hier à Angers, le leader de la France Insoumise, qui s'est attaqué aux ultra-riches, il a déclaré, je le cite, il est immoral d'être milliardaire. La secrétaire générale de la CGT, chez nos confrères de TF1 il y a quelques secondes, a fustigé l'attitude de Donald Trump avec les milliardaires, l'attitude aussi de Bernard Arnault d'être allé à l'investiture de Donald Trump à Washington. Elle n'a pas infirmé une éventuelle alliance entre le RN et les ultra-riches. Et qu'est-ce que vous nous dites, vous, ce matin ? Il y a une alliance ou pas entre vous et les plus riches de notre pays ? Non, mais d'abord, moi, je ne mets pas de morale là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Les leçons de morale de la gauche, surtout devenant M. Mélenchon, qui est quand même une sorte de bourgeois assis dans le système depuis toujours, je pense qu'il devrait se les garder. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de gens riches dans notre pays par le travail, pas par la rente, par le travail. Donc nous, toutes nos dispositions, tout ce qu'on soutient, ce sont des dispositifs qui permettent aux Français
Français de pouvoir monter leur niveau de vie grâce. Vous les soutenez toujours, même s'ils veulent délocaliser pour certains ? Ah non, mais moi je ne soutiens pas les délocalisations. Je vous dis nous, notre disposition, elle vise à une chose, c'est que les Français vivent mieux de leur travail et puissent s'enrichir ou vivre mieux grâce à leur travail. Pas la rente, pas la délocalisation, ça ce sont les entreprises. Effectivement, nous avons des propositions qui visent à Est-ce que le niveau de fiscalité, aller chercher l'argent de la rente. Le niveau de fiscalité est-il au bon niveau aujourd'hui en France ? Vous avez raison, c'est une vraie question. Moi je pense qu'on prélève... Pour les entreprises, hein, pardon. Il est évidemment... Alors après, il y a des entreprises vertueuses, pas vertueuses, on peut adapter. Mais grosso modo, je pense qu'en France, on prélève beaucoup, on redistribue mal et on ouvre des guichets. Et ça fait pas une politique économique. Et le fait de prélever beaucoup, de mal redistribuer, d'ouvrir des guichets, les chèques, vous avez démontré ça, vous avez montré aussi un exemple, par exemple, avec Engie, c'est très coûteux pour les finances publiques. Donc je pense qu'effectivement, il faut donner de l'oxygène, notamment aux PME, TPE, ce sont elles qui créent de l'emploi. Il faut aller chercher l'argent de la rente à travers une fiscalité adaptée. Nous le faisons. Il faut demander des efforts aux grands groupes lorsqu'ils font des surprofits. Nous le demandons. Mais pour le reste... Juste une question. Monsieur Arnaud, LVMH, c'est le premier contribuable de France. Est-ce qu'il faut l'encourager à rester en France ? Bien sûr, enfin, il y a 116, je crois. Non, mais sans cesse les désigner, vous voyez, comme... Mais non, mais moi je ne désigne pas de bouc émissaire. Il y a 116, je crois, sites de production LVMH dans notre pays. Oui. Derrière ça, c'est des ouvriers, des employés, des agents de maîtrise, des ingénieurs, des chercheurs. Évidemment, il faut qu'ils restent ici. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée ? Ce sont des travailleurs français. Il faut les aider à conserver leur boulot. J'aimerais vous montrer une image ce matin, une image virale d'ailleurs, actuellement sur les réseaux sociaux, qui a été postée par un compte officiel de la France Insoumise, puis retirée derrière. On y voit votre leader, Marine Le Pen, aux côtés d'Olivier Faure, visage entremêlé. En arrière-plan, on voit le président de la République, Emmanuel Macron, et puis cette légende, les nouvelles alliances. Elle vous a gêné, cette affiche ? Non, d'abord, je pense que M. Faure devrait... Ça ne vous dérange pas d'être... Non, mais M. Faure devrait être côte avec le PS. C'est bien d'être à côté de la leader française la plus populaire. Marine Le Pen, c'est la leader politique française la plus populaire. Pour M. Faure, je pense que c'est valorisant. Et c'est bien pour Marine Le Pen d'être aux côtés d'Olivier Faure sur cette affiche ? Ça compte pas, enfin, Olivier Faure... Oui, mais est-ce que ça participe pas à une forme de confusion ? Non, je vais terminer mon propos. La réalité, c'est que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Monsieur Mélenchon et Monsieur Faure se retrouveront, et probablement plus vite que prévu, aux élections municipales pour sauver des villes ensemble, pour sauver des élus ensemble. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est pas ce qui est en train de se dessiner. On voit bien qu'on a une explosion du nouveau Front populaire, que mais ça ne fonctionne que s'il y a une dissolution. S'il n'y a pas de dissolution, il n'y aura pas ces questions-là sur la table immédiatement. Ils se reformeront. Ils n'en ont rien à faire des programmes. Ils n'en ont rien à faire des idées. Ils nous l'ont démontré. Quel rapport y a-t-il entre des socialistes, d'honnêtes sociodémocrates, des gens comme Bernard Cazeneuve, François Hollande, etc., et puis l'extrême gauche la plus vulgaire et la plus bruyante comme Louis Boyard ou Madame Obono. Et en fait, en réalité, ils partagent rien. Ils ont su s'associer. Ils ont même été soutenus par Monsieur Attal. Ils se retrouveront. Oui, mais c'est du cinéma. Mais Sébastien Chenu, pourquoi vous avez fait comme le PS finalement, ne pas avoir voté la censure ? Mais on n'a pas fait. Vous vous êtes retrouvés là ? Non, on n'a pas fait comme le PS. Alors après, se pose la question du budget. Je veux bien qu'on y vienne. La question qu'on s'est posée. D'abord, on ne pouvait pas faire tomber le PS ne votant pas. De toute façon, le budget contre lequel nous nous sommes positionnés, on est contre ce budget, mauvais budget, on peut en reparler. Le PS ne votant pas, de toute façon, ça ne tombait pas. Mais vous auriez pu choisir symboliquement de voter la censure contre ce budget, même si ça n'entraînait pas. On l'a voté, on a fait tomber le gouvernement Barnier. Ça nous fait pas peur, le moins qu'on puisse dire. La question qu'on s'est posée, en écoutant les Français, en entendant ce qu'ils nous disent, en revenant aussi de toutes nos séances de vœux au mois de janvier, où les maires demandaient beaucoup de stabilité. On vous a reproché pendant les séances de vœux d'avoir voté la censure au mois de décembre ? Pas du tout, les gens ont compris cette séquence. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que si ce gouvernement tombe demain, le gouvernement de François Bayrou, par qui sera-t-il remplacé ? Par un Bayrou bis, par un Barnier bis, par quelqu'un du bloc central, qui produira, parce que c'est la même logique et les mêmes politiques, le même type de budget. Donc en réalité, remplacer ce gouvernement par un de ses jumeaux et perdre 3 mois de nouveau, c'est en fait gagner en incertitude. Mais c'est intéressant, ça veut dire que vous croyez plus du tout à une présidentielle anticipée. Ah, mais alors la présidentielle, c'est encore autre chose. Je vous dis simplement que, en fait, pour changer le cours des choses, le budget, il faut faire sauter un gouvernement quand on peut dissoudre. Oui, on est loin de la possibilité. On est loin de la possibilité de la dissolution. Donc en fait, on n'aurait pas changé le cours des choses. On aurait tout simplement, il y aurait eu 3 mois d'incertitude supplémentaire, notamment pour les agriculteurs ou le milieu économique. Donc si j'entends bien, ça veut dire que vous ne censurez pas jusqu'au mois de juin et après tout est ouvert.
Mais on est très libre, nous. On a montré qu'on était capable de censurer, on a montré qu'on était capable de ne pas censurer, et à chaque fois on se pose la question qui vaut, est-ce que ça apporte quelque chose de mieux dans la situation française? On vous sent très confiant, Sébastien Chenu, avec l'idée de cette législative éventuelle au mois de juin. Vous pensez avoir la majorité si jamais il y avait de nouvelles élections législatives au mois de juin prochain? Oui, la réponse est oui. Alors que vous ne l'avez pas eu là. Oui, nous pensons que les Français ont compris la nécessité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour des choix clairs et de ne plus se faire piéger par les désistements Attal, LR pour l'extrême gauche et inversement. Et pourtant, si on regarde les résultats des législatives partielles, si on regarde les résultats de la municipale partielle, alors ça ne fait pas un sondage, ça ne fait pas une projection, mais ça donne une petite photographie. Là, on a l'impression qu'il y a une forme de réveil des LR. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Non, pas vraiment. J'appellerais pas ça un réveil des LR, dans aucun cas de figure d'ailleurs. La réalité, c'est qu'une partielle avec très peu de participation dans des endroits qui sont très particuliers, à Boulogne-Billancourt, où nous sommes aujourd'hui, ne ressemble pas vraiment à la France. En tout cas, moi qui suis élu de Denain, je pense pas pouvoir faire une extrapolation d'un résultat électoral à Boulogne-Billancourt. Il y a une élection en ce moment, ou même à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, où la France Insoumise d'ailleurs était haute. Parce que tout le monde se réjouit. On est très content que le Boyard ait été battu. Mais enfin, la France Insoumise était haute tout de même. Donc je pense qu'il faut garder une mesure. En revanche, la question de la présidentielle... Moins haute que LR. Oui, puis ils ont été battus. En substance. Mais la présidentielle, en réalité, c'est le choix d'Emmanuel Macron à un moment de se dire, est-ce que je suis encore capable de donner un cap à ce pays et d'aller au bout de grandes réformes pour mon pays? La réponse, vous l'entendez dans la bouche de ses soutiens. Vous l'entendez chez Bernard Arnault, chez Alain Minc, chez ces gens qui l'ont soutenu en premier. Emmanuel Macron n'est plus notre candidat. Nous ne misons plus sur lui. Emmanuel Macron, nous n'avons plus confiance en lui. Ce sont ses amis qui vont le dézinguer. Mais il peut François Clémenceau, allez-y. Sébastien Chenu, vous avez vu, entendu tous les commentaires depuis hier, avant-hier, sur les décrets présidentiels du président Trump au sujet de l'immigration, et notamment les résultats obtenus par son ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui était en tournée en Amérique centrale. Est-ce que, selon vous, expulser les immigrés vers Guantanamo, délocaliser le système d'expulsion au Guatemala, ou même sous-traiter l'incarcération des délinquants les plus dangereux au Salvador, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est un bon exemple pour les Français, les Européens? Non, ce qui est intéressant chez Donald Trump, c'est que lorsqu'il dit quelque chose, il l'applique. Il a promis ça aux Américains, il a été élu, il l'applique. Et je pense que ce volontarisme politique dit quelque chose là où chez nous, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute du voisin, c'est la faute de pas de majorité, le système est bloqué. En réalité, il n'y a pas de volontarisme politique, bien souvent. Donc Donald Trump, il envoie un message, celui du volontarisme politique. Pour le reste, la politique menée aux États-Unis n'est pas la politique que nous souhaitons mener en France. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, le rapport aux libertés n'est pas le même aux États-Unis, liberté individuelle, liberté économique n'est pas le même qu'en France, le poids du religieux aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Donc je veux dire, c'est pas comparable. Gardons-nous en revanche la volonté de lutter contre l'immigration et l'immigration clandestine en particulier, effectivement, est intéressante. Moi je pense que Donald Trump se saisit du problème, met tous les moyens en œuvre. Encore une fois, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas forcément ce que nous ferions nous ici de cette façon-là. Nous avons d'autres propositions, mais il s'attaque à ce chantier là où en France personne s'est attaqué avec des gestes très dissuasifs. C'est-à-dire, si vous voulez venir chez nous, regardez ce qui va vous arriver. Oui, je pense qu'il s'attaque au problème de l'immigration avec la subtilité qu'on lui connaît. Donc voilà, nous on souhaite... Et qui nous fait défaut ? Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Nous, ici, quand vous voyez où on en est dans les chiffres sur l'immigration et où on en est dans nos politiques d'assimilation, oui, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner. Ça fait 30 ans que nos gouvernants ont abandonné la partie. Monsieur Retailleau peut faire des moulinets. Il en fera, je crois, sur vos antennes ce soir, du moulinet du bras. La réalité, c'est que la situation en matière migratoire n'a jamais été aussi dégradée. Il n'y a pas des progrès avec Bruno Retailleau. Vous pourriez quand même lui reconnaître une forme de volontarisme qui, comme dit François, qui manquait quand même, non ? Dernier mot, Sébastien Chenu, allez-y. Oui, mais il est dans un système qui l'empêche, en tous les cas, même s'il en a la volonté, d'aller jusqu'au bout. Il a choisi de se mettre sous la tutelle du PS, sous la tutelle de la Macronie, et on voit bien qu'il ne réglera pas le problème migratoire. Il prend quelques décrets, c'est-à-dire là où il a une marge de manœuvre très faible, mais il ne règle pas le problème de fond. Merci Sébastien Chenu d'être venu ce matin dans le 6-9 sur LCI.